Bonsoir messieurs, mesdames. Désolé pour le léger retard. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Collège des directions du RHNE. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Bus et je suis le responsable de la communication de l'hôpital. Donc pour cette nouvelle conférence des jeudis du RHNE, nous allons parler, les intervenants du soir surtout vont vous parler des allergies, un thème dont on parle beaucoup puisque le nombre de personnes qui souffrent de maladies allergiques a nettement augmenté ces dernières décennies pour atteindre près de 30% de la population. Les allergies alimentaires concernent par exemple 2% des adultes et 5% des enfants en Suisse. Mais dans certains pays anglo-saxons, leurs incidences a explosé de ces 30 à 40 dernières années pour atteindre près de 10% de la population pédiatrique en Australie par exemple. Alors quelles sont les causes de cette évolution, les risques de devenir allergique? Les intervenants de ce soir vont répondre à toutes ces questions. Je vous les présente rapidement. Le docteur Guillaume Bus, médecin-chef adjoint du service d'immunologie et allergologie du RHNE, sur ma droite, ainsi que Christine Monnier, qui est FAMH en immunologie clinique pour les laboratoires ADMED. Avant de leur passer la parole, je précise que, comme de coutume, il y aura une partie de questions-réponses à la fin de la conférence, 15 à 20 minutes, et ensuite un apéritif dans l'atrium à côté. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour votre présence. Donc, l'objectif de la soirée, c'est parler d'allergies. Comment y remédier? On va déjà essayer de les comprendre, de mieux les comprendre, mieux les appréhender pour peut-être pouvoir mieux les traiter. Et puis, l'idée, c'est de faire un survol des allergies selon ce plan. Donc, il y aura une brève introduction, de discuter des définitions des allergies, de savoir typiser une allergie par rapport à une intolérance, par exemple. C'est important de faire la différence parce que ce n'est pas les mêmes prises en charge, ce n'est pas les mêmes symptômes. Il y a différents types d'allergies, c'est important. Il y a des allergies qui sont plutôt immédiates, retardées. Les manières de les diagnostiquer sont différentes selon le type d'allergie. Et les méthodes diagnostiques, on va les exposer. Vous verrez, il y a des tests cutanés, il y a des tests sanguins dont on va vous parler plus en détail, Madame Monnier. Ensuite, on parlera un petit peu de prise en charge, de traitement de ces allergies. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et puis, on va aussi aborder la problématique de l'épidémiologie. Donc, est-ce que les allergies augmentent réellement? Oui, non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? On va en discuter. Et puis après, on pourra discuter si vous avez des questions. Alors, je vais de l'avant avec une allergie. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une réaction inadaptée du système immunitaire. Donc, je souligne vraiment le système immunitaire. C'est important, on a tous un système immunitaire qui nous permet de nous défendre contre des micro-organismes, bactéries, virus, le plus fréquemment. On a des anticorps, on a aussi des globules blancs. Et ces éléments de notre système immunitaire, ils sont réactifs par rapport à des agents qui sont potentiellement dangereux pour notre organisme. La spécificité de l'allergie, c'est que notre système immunitaire réagit contre des éléments de notre environnement qui sont normalement pas des éléments dangereux pour nous. Donc on va voir de quoi il s'agit. Ça peut être des aliments, ça peut être des pollens, ça peut être des médicaments. Donc on parle d'allergènes. Et puis je vais commencer par vous parler d'allergies immédiates. On a plusieurs types de ces allergies. Donc là on parle de type 1. Et puis dans l'allergie immédiate, on a un mécanisme de notre système immunitaire qui va produire des anticorps. Des IgE, donc c'est des immunoglobulines de type E, qui vont être dirigées justement contre des substances habituellement inoffensives. Contre les bactéries, les virus, on a souvent des immunoglobulines de type G, de type M qu'on produit. Typiquement, si on se fait vacciner, on va produire des immunoglobulines de type G qui vont nous protéger contre certaines infections. Et là, c'est des immunoglobulines de type E. Et en fait, c'est une manière de notre système immunitaire de surréagir. Il y a une phase de sensibilisation, comme vous allez voir, où on va être en contact avec l'allergène. C'est une phase silencieuse. Il n'y a aucun symptôme qui arrive. Et c'est une fois qu'on est réexposé à l'allergène, notre système immunitaire va réagir. Donc, je vous donne quelques exemples. Il y a les allergies respiratoires. Dans les allergies respiratoires, en fait, notre système immunitaire, il développe des anticorps, par exemple, contre des pollens,
contre des acariens, contre des poils d'animaux, moisissures, etc. Et ces anticorps, ils sont partout dans notre corps. Et ils sont localisés au niveau des muqueuses. Et typiquement, quand ces allergènes sont en suspension dans l'air, ils vont venir en contact de la muqueuse conjonctivale, donc des yeux, qui vont venir rouges, comme c'est chez cette jeune dame, au niveau de la muqueuse nasale. Et donc, on va avoir une inflammation au niveau du nez. Et si on inhale ces allergènes, ils vont aller plus loin au niveau de l'appareil respiratoire, puis aller au niveau des bronches. Et donc, on a des symptômes d'asthme qui apparaissent, une toux, un souffle court. Donc, c'est typique l'exemple des personnes qui sont allergiques aux graminées actuellement, avec des pics de pollen, qui vont avoir des surréactions de ce type-là. Et puis après, on a des allergies alimentaires. Donc, il y a différents aliments. Là, je vous ai mis des exemples, crevettes, arachides, céleri, qui sont des allergènes alimentaires excessivement fréquents qu'on va ingérer cette fois. C'est différent, ce n'est pas quelque chose qui est en suspension. On va l'ingérer, il va y avoir un passage intestinal. Les allergies au venin, guêpe, abeille, ça va être des piqûres. Donc, on va avoir un venin qui va être directement injecté dans notre corps, dans le système sanguin. Et puis, les médicaments, c'est la même chose. Souvent, c'est ingéré, parfois, c'est perfusé par voie intraveineuse. Et donc, on va stimuler ce système immunitaire si on s'est sensibilisé au préalable. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec, par exemple, les guêpes abeilles. Donc, pour être allergique, il faut avoir été exposé une fois à l'allergène. Donc, quelqu'un qui n'a jamais été piqué par une guêpe ou une abeille n'est théoriquement pas allergique. Il faut avoir une phase de sensibilisation, c'est-à-dire que l'abeille, par exemple, vous pique avec certaines protéines du venin qui vont être dans notre corps. Et là, notre système immunitaire va réagir et nous allons produire ces fameux anticorps IgE que vous pouvez voir à la surface des mastocytes, ces cellules. Et ces IgE, ils vont apparaître lors d'une première piqûre chez certaines personnes prédisposées qui font une réaction immunitaire. Normalement, on ne doit pas. Et ces anticorps, ils vont rester présents. Ils vont aller se fixer à la surface des mastocytes, qui sont des cellules qu'on a partout dans notre corps. Ça peut être au niveau de la peau, ça peut être au niveau du système digestif, au niveau des bronches, au niveau vasculaire également. Et vont attendre que l'allergène réapparaisse éventuellement. Et ce qui peut se passer, c'est lors d'une réexposition. Donc ça, c'est la phase 2. Une deuxième piqûre, si la sensibilisation a eu lieu lors de la première, mais ça peut être une 10e piqûre si la sensibilisation a eu lieu vers la 9e piqûre. Et à ce moment-là, l'allergène, qui là est en jaune, va aller se lier à ces anticorps qui sont sur ces mastocytes. Et là, en fait, ça va activer cette cellule. Et cette cellule, elle contient des granules d'histamine, qui est une substance qui est hautement inflammatoire et qui a des effets délétères multiples dans notre corps. Il y a aussi des enzymes dans cette cellule qui s'appelle le mastocyte, qui s'appelle la tryptase, qui va être relarguée. Vous verrez, Madame Monnier va vous décrire cette molécule qu'on peut mesurer dans le sang et qui est un signe d'activation des mastocytes. Et puis alors, qu'est-ce que ça donne quand on a une abeille qui nous pique au bout du doigt, par exemple? Eh bien, le venin, en fait, il va pénétrer partout dans le corps par, en fait, dissémination sanguine, au niveau du système veineux artériel. Et en fait, ce venin, finalement, c'est des protéines. Et ces protéines, elles vont être reconnues dans le corps entier par ces fameux anticorps IgE qui sont dirigés contre une des protéines du venin. Et ces protéines vont activer l'anticorps et le mastocyte de cette cellule. Et il va y avoir un relargage d'histamine très important qui va avoir, en cas d'allergie, des répercussions sur le corps entier. C'est-à-dire, voilà, on va le voir plus loin, une urticaire, un œdème, des difficultés respiratoires, voire une perte de connaissance, le choc anaphylactique. Une réaction locale localisée, c'est donc pas une allergie, parce que c'est un phénomène localisé. Il y a environ 25% de la population qui va faire des réactions locales après une piqûre d'abeille ou de guêpe qui vont dépasser 10 cm. Ça, c'est un effet toxique probablement, mais on n'est pas dans le cadre d'une allergie. Une allergie, comme je vous le décris, c'est en fait un mécanisme qui est complètement diffus et systémique, donc à l'échelle du corps. Et puis ça, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est la stadification des allergies par le professeur Müller, qui est un professeur bernois, qui a publié cette stadification des allergies entre 1 et 4 dans les années 1990. Puis donc il avait fait un dessin qui a été publié, donc on garde, c'est une valeur historique qui est sympa à voir, mais vous voyez qu'il y a en phase 1, en fait, une urticaire généralisée.
Donc, c'est des boutons qui vont apparaître sur le corps entier qui sont le reflet de la libération d'histamine par les mastocytes de la peau. Et donc, ça gonfle, ça gratte, c'est excessivement désagréable et c'est diffus. Ça va être au niveau du corps entier. Au niveau de la phase 2, vous voyez que la personne a des gonflements au niveau de l'oreille, du visage, et montre les toilettes avec le doigt. On peut avoir des symptômes digestifs aussi, ça peut être des vomissements, des diarrhées. La phase 3, c'est une atteinte des voies aériennes. Donc, au niveau du stade 3, c'est des complications potentiellement mortelles. Si on fait un bronchospasme, on n'arrive plus à respirer. Et on a rapidement une baisse d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est une prise en charge absolument urgente. Donc c'est lié en fait à la constriction des bronches avec crise d'asthme, mais ça peut aussi ça peut aussi être des symptômes plus hauts au niveau de la gorge, avec un gonflement. Donc ça s'exprime par un changement de la voix parfois, une difficulté à avaler la salive. Et puis le stade 4, on arrive à une libération telle d'histamine qu'on arrive à une baisse de la tension artérielle. Et quand on a une baisse de la tension artérielle, on n'a plus suffisamment d'oxygène qui arrive au cerveau, on arrive à une perte de connaissance. Et ça, c'est le choc anaphylactique qui est une urgence médicale absolue. Et puis, si on regarde au niveau de la vraie vie, donc vous voyez l'urticaire, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le stade 1. C'est vraiment des papules urticariennes, c'est comme une piqûre d'ortie. C'est assez typique, c'est quelque chose qui migre et puis qui peut disparaître en 30 minutes, 1 heure. C'est fugace en général. La phase 2, c'est l'angioëdème. Donc on voit ce jeune homme. Donc là, il n'arrive plus à ouvrir les yeux. Pourquoi est-ce que les paupières et les lèvres sont les plus souvent atteintes? C'est parce que c'est là où la peau est la plus fine. Et donc c'est souvent là que ça gonfle. Ça peut aussi être à n'importe quelle autre partie du corps, mais ça peut être la paume des mains, la plante des pieds où la peau est fine, c'est assez fréquent. Et c'est pas rare qu'une réaction allergique commence par des démangeaisons au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. C'est un des symptômes vraiment spécifiques, assez typiques. Il faut vraiment se méfier d'une réaction allergique quand ça commence au niveau paume et plante. Après, le stade 3, c'est celui que je vous décrivais. Donc, on a vraiment une constriction de la musculature qui est lisse des voies aériennes. Donc, l'air passe moins bien et on a ce risque justement d'asphyxie. Puis finalement, le stade 4, c'est des personnes qui perdent connaissance, qui peuvent nécessiter des soins intensifs, une intubation, et qui nécessitent des traitements heureusement efficaces, en particulier l'adrénaline, qui sont absolument nécessaires pour les stades 3 et 4. On pourra y revenir un peu plus tard. Je vous donne un exemple. Comme ça, c'est toujours plus clair quand on a un exemple de la vie courante. On prend l'exemple de M. Tartampion, qui a une 50aine d'années. Comme problématique médicale, il est diabétique. Il a des lombalgies, donc il a vraiment mal au dos très très fréquemment. Il a mal à la tête. Puis ce qui va se passer, c'est qu'il va en fait développer une surinfection au niveau de la jambe. Là, vous voyez, c'est clairement asymétrique, c'est rouge, ce qu'on appelle un érysipèle, ou une dermohypodermite. Et il consulte son médecin traitant qui va lui prescrire, bien heureusement, des antibiotiques. Donc il va recevoir de la pénicilline, de la coamoxicilline, un comprimé à prendre matin et soir, du paracétamol, pour soulager les douleurs. Malheureusement, il a tellement mal qu'il va encore consulter sa pharmacie le soir même, puis on va lui donner de l'ibuprofène pour le soulager. Et puis donc le premier jour, donc, il prend ses antibiotiques, il prend son paracétamol, il prend son ibuprofène, tout se passe bien. Puis le deuxième jour, il se lève le matin, puis il va prendre ses médicaments le matin à jeun. C'est la première chose qu'il va faire. Alors il va prendre son comprimé de coamoxicilline, son comprimé d'ibuprofène, son comprimé de paracétamol. Il n'a pas mangé, et 30 minutes après, il va développer des démangeaisons diffuses. Je pense que vous pouvez reconnaître, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment des plaques urticariennes. Et puis il va avoir la voix qui devient rauque. Changement de voix, il faut se méfier. Puis alors, rapidement après, des difficultés pour respirer. Il consulte les urgences, ce qui est une très bonne chose. Dans certains cas, on peut appeler le 144 s'il y a vraiment des difficultés respiratoires massives. Il faut appeler le 144, c'est une urgence médicale. Et puis donc, on va retenir le diagnostic de réaction anaphylactique de stade 3 selon Muller, donc selon la classification que je vous ai montrée tout à l'heure, parce qu'il y a de l'urticaire et parce qu'il y a des difficultés respiratoires. Donc on est dans un stade 3, donc c'est une réaction anaphylactique potentiellement sévère. Il va recevoir de l'adrénaline, qui est un traitement excessivement efficace, des antihistaminiques pour contrecarrer l'urticaire, et puis parce qu'il fait une crise d'asthme, des corticoïdes. Et puis vous voyez, en moins d'1 heure, il va avoir une résolution complète de ses symptômes. Donc là, vous voyez, il n'a rien mangé le matin, il a pris ses médicaments, ça arrive 30 minutes après, on est typiquement dans le tableau de l'allergie immédiate. Et donc, on va suspecter une allergie à un médicament. Donc là, c'est typiquement l'antibiotique ou l'anti-inflammatoire. C'est les deux plus grands pourvoyeurs de réactions allergiques médicamenteuses
aux urgences. Le paracétamol, on ne peut pas l'exclure parce qu'on peut être allergique absolument à tout ce qui existe. Mais le paracétamol, c'est beaucoup plus rare. Donc on va dire c'est soit coamoxicilline, soit ibuprofène. Donc les collègues urgentistes qui vont dire faut éviter les pénicillines, donc ils vont changer d'antibiotique pour un antibiotique non pénicilline qu'il va pouvoir prendre pour soigner son infection. On va lui dire d'éviter absolument tout ce qui est paracétamol, l'ibuprofène et tous les autres anti-inflammatoires. Ce qui est un gros problème pour ce monsieur qui a, comme je vous l'ai démontré, des migraines très importantes, qui a mal au dos et qui a besoin de ces médicaments pour sa qualité de vie. Donc, c'est un exemple, par exemple, où on demande un avis à un allergologue. Et donc, j'en arrive aux méthodes diagnostiques. Comment on va faire pour définir chez cette personne-là à quoi il est réellement allergique et qu'est-ce qui a proposé finalement cette tempête au niveau de son système immunitaire. Donc, on a plusieurs éléments à notre disposition pour essayer de faire la lumière et de pouvoir éviter de retirer tous les aliments, tous les médicaments possibles et imaginables. Mais ça serait la même chose avec les aliments. Donc, l'interrogatoire. Dans le milieu médical, on appelle ça l'anamnèse. En fait, avec l'interrogatoire, on fait déjà 80% du boulot. C'est-à-dire de discuter. Et là, c'est très précis. Le monsieur, il arrive à nous dire qu'il n'a rien mangé. Dernier repas était la veille vers 18h. C'est beaucoup trop long. Comme je vous l'ai dit, une allergie immédiate. En général, ça survient 1 heure après l'exposition à l'allergène. C'est excessivement rapide que la protéine se mette en contact avec les anticorps et fasse dégranuler ces fameux mastocytes. Dans des cas rares d'ingestion alimentaire, ça peut aller jusqu'à 4-6 heures, mais un cas spécial dont vous parlera Madame Monnier tout à l'heure, mais en général, c'est 1 heure. Donc là, il n'y a pas d'aliments et il y a 3 médicaments, il n'y a pas d'autres facteurs déclencheurs, donc rien qu'avec l'interrogatoire, on peut cibler les 3 médicaments. Et ensuite, vous allez voir qu'on a des tests des cutanés. On arrive finalement à reproduire une réaction allergique au niveau de la peau, très localisée, sans développer des symptômes systémiques. Et ça, c'est les tests cutanés que je vais vous montrer. Et après, heureusement, on a des tests sanguins qui nous permettent de mettre en évidence ces fameux IgE spécifiques dont vous parlera Madame Monnier. Donc là, une prise de sang nous permet de poser beaucoup de diagnostics. Et puis, en dernier recours, on a ce qu'on appelle des tests de provocation qu'on va plutôt utiliser pour des personnes chez qui on a mis en évidence l'allergène. Et pour les aliments ou pour les médicaments qui sont revenus négatifs, on les réintroduit séquentiellement. On doit leur donner sous surveillance pour s'assurer qu'il ne va rien se passer. Ce qu'on appelle un test de provocation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des tests cutanés, on a ce qu'on appelle les prick tests. Donc, vous voyez, on a des petites fioles où on a différents allergènes. Et dans ces fioles, on a des allergènes alors qui peuvent être de pollen. Ça, c'est très fréquent pour les allergiques au pollen, qui ont des allergies au pollen d'arbres, aux graminées, aux acariens. On va mettre en fait un extrait d'allergène sur la peau. Et puis ensuite, on utilise, on appelle des pricks, des petites lancettes avec une pointe, vous voyez, à l'extrémité, qui permet en fait de faire pénétrer l'allergène, qui nous permet de traverser la barrière épidermique et puis de mettre en contact l'allergène avec tous les mastocytes qu'on a sous la peau. Et donc, si vous êtes allergique, vous avez les fameux anticorps IgE qui sont accrochés aux mastocytes. Et s'il y a une réaction allergique, en fait, on va avoir une réaction inflammatoire locale, donc une rougeur, un petit gonflement local, qui va reproduire localement une réaction allergique plus systémique. On fait une lecture après 15-20 minutes, donc on peut mettre des aliments, des médicaments, on peut mettre des aéroallergènes. On met toujours un contrôle positif. On va toujours mettre une petite goutte d'histamine. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de cas où des médicaments peuvent perturber la lecture de nos tests. Un exemple, les antihistaminiques, les antiallergiques, si quelqu'un en prend 1 heure avant, tout sera négatif. L'histamine ne réagit pas parce qu'on a un antihistaminique. Il y a aussi des antidépresseurs, il y a des neuroleptiques qui nous permettent de pas, qui nous empêchent d'interpréter les tests. C'est pour ça qu'on est toujours obligé de mettre un peu d'histamine pour être sûr que ça réagit. Puis on met un contrôle négatif. Pourquoi un contrôle négatif? On met en fait de l'eau salée, du sérum physiologique, parce qu'on a certaines personnes en fait, qui ont ce qu'on appelle un dermographisme urticarien. Le simple fait d'avoir une friction sur la peau stimule les fameux mastocytes qu'on a partout dans la peau. Donc vous voyez, la densité de mastocytes, elle est importante, parce qu'avec cette personne, avec un stylo, on a simplement écrit LO, et en fait, sur le cheminement du stylo, simplement par la friction, les mastocytes relâchent de l'histamine et font, en fait, cette lésion d'urticaire uniquement sur le trajet du stylo. Donc quelqu'un à qui on va poser des tests qui a ce fameux dermographisme urticarien va avoir des tests qui seront systématiquement tous positifs. C'est toujours important de le faire. Puis après, comment on évalue ce test? Vous voyez, on va mesurer, regarder s'il y a une rougeur. Typiquement, quelqu'un qui est allergique à l'arachide, si on lui fait un test avec un extrait d'arachide, c'est ce que ça va donner. On va avoir une papule
Le test, donc la papule, c'est la petite bosse que vous voyez là. Et on va interpréter un test comme négatif s'il fait plus que 3 mm du test négatif. On a mis de l'eau juste à côté. Vous voyez, par rapport au test négatif où il ne se passe rien, là on a une grosse rougeur, on a une grosse bosse. Et là, on peut déterminer localement que cette personne a des anticorps IgE dirigés contre la cacahuète, l'allergène qu'on a mis, ce qui a activé le mastocyte au niveau local. Donc ça, c'est la possibilité qu'on a avec les prick tests. Je reviens à M. Tartampion. Donc ça, c'est une possibilité. Donc on lui a fait un prick test à M. Tartampion. Donc là, je vous montre pour la pénicilline. Donc on met le contrôle négatif que vous voyez tout à droite. Je vais voir si j'arrive. Donc ici, vous voyez que vous avez un contrôle négatif. Donc c'est 4 mm. Puis à côté, on a le prick qui va faire 5 mm, ça ne bouge pas. Donc ensuite, pour avoir une plus grande concentration de l'allergène, en fait, on est obligé d'utiliser une injection qu'on dit intradermique. Donc on va, avec l'aiguille, entre le derme et l'épiderme pour mettre plus d'allergène en contact avec ces fameux mastocytes. Ici, on met 0,25 mg par millilitre. On attend 15 minutes. C'est un petit peu grandi, mais ce n'est pas évident. Et puis ici, vous voyez, avec des concentrations à 2,5 mg par millilitre et 25 mg par millilitre, on a une réaction. Venir là. Alors, on a clairement... Tant pis. Donc on a clairement ici, vous voyez, j'ai mis directement les ronds rouges. On voit un test qui est douteux. Un test est positif quand il a doublé de taille. Donc on a un test à 4-5 mm au début qui passe à 7 mm et ensuite 10 et 13 mm. Et là, on a une claire hypersensibilité à l'aquamoxicilline, à l'antibiotique. Donc cette personne-là, rien qu'avec des tests cutanés, on arrive à déterminer quel est le médicament qui était à l'origine de sa réaction allergique qui était sévère. Pour l'ibuprofène et le dafalgan, on va leur redonner. On a une spécificité en fait élevée, donc une valeur prédictive positive du test cutané positif qui est élevée. Donc les risques, que ce soit une allergie à l'ibuprofène ou au paracétamol, sont excessivement faibles. On va pouvoir redonner le médicament juste sous surveillance et il ne se passe rien. Donc la personne va éviter les pénicillines, on va donner d'autres antibiotiques. Par contre, on pourra reprendre de l'ibuprofène et le paracétamol. Donc ça, c'est simplement un exemple de la vie courante de tests allergologiques. Après, on n'a pas que les tests cutanés, on a heureusement les tests sanguins dont va vous parler Madame Monnier. Très rapidement, je voulais juste vous toucher un mot des allergies retardées. On parle de type 4. Juste pour que vous fassiez une idée, il y a les types 2, type 3, je ne vous en parle pas parce que c'est excessivement rare. Ça n'a pas de grosses implications dans la vie de tous les jours. Je vous parle quand même des allergies retardées de type 4. Et là, en fait, ce n'est plus des anticorps qui agissent, mais c'est des globules blancs, en particulier des lymphocytes T. Et donc, c'est toujours la même chose. En fait, c'est une phase de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on est en contact avec l'allergène. Donc, on reprend l'exemple de la pénicilline. Mais si vous voulez, avec la pénicilline, soit on peut faire une réaction allergique immédiate, comme on vient de voir chez M. Tartampion, mais on peut faire une réaction allergique retardée. Et vraiment, le mécanisme est différent. Et en fait, l'expression de l'allergie est différente, je vais vous le montrer, parce que ce n'est pas des anticorps et c'est des globules blancs qui vont mettre plusieurs jours pour rentrer en action. Et puis là, je vous montre l'exemple typiquement. Vous voyez à droite, c'est quelqu'un qui fait une réaction allergique retardée à la pénicilline et c'est ce qu'on appelle une éruption cutanée morbilliforme. Alors, il faut quand même avoir l'œil averti pour pouvoir faire la différence avec une urticaire, ça je vous concède. Mais ce n'est pas du tout la même évolution. C'est quelque chose qui va apparaître après 7 jours de traitement, par exemple, et qui va mettre 2 à 3 semaines pour disparaître. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a une infiltration cutanée par ces fameux lymphocytes T, et le traitement n'est pas le même non plus. On n'a pas de risque d'anaphylaxie parce qu'on n'a pas de relargage massif d'histamine. Donc, c'est des traitements différents et les diagnostics sont différents. On ne va pas rechercher des IgE dans le sang pour ce type d'allergie. Donc, le diagnostic est différent et le traitement est différent. Le traitement, c'est souvent des dermocorticoïdes, des crèmes à la cortisone ou alors de la cortisone par la bouche. Je vous montre l'eczéma de contact allergique chez cette dame en bas, qui est en fait un eczéma de contact allergique au parfum. Elle met simplement un parfum systématiquement tous les jours au niveau du cou. Et en fait, il y a une réaction inflammatoire qui apparaît après 5, 6, 7, 10 jours de traitement. Et ce n'est pas le même mécanisme. Mais je pensais que c'était important quand même de vous exposer ce type d'allergie qui est différente. Voilà, je passe la parole pour les tests sanguins maintenant à Mme Monnier. Bonsoir. Nous, les laboratoires, on est complémentaires aux médecins.
C'est pour ça que j'ai mis, ça permet une investigation complémentaire et utile à la clinique, mais en aucun cas on peut poser un diagnostic. C'est vraiment une collaboration. Ah, ben c'est pas par là que je devais faire. Ça marche pas? Je fais des traits. Il y a le trait qui a... Ah, il faut que je l'enlève. Désolée. Alors, juste en résumé, il y a les symptômes de l'allergie que vous a montré le docteur Bus. Les pollens et les allergies respiratoires, ça fait plutôt des rhinites, des conjonctivites, de la toux, de l'éternuement, des démangeaisons, de l'asthme. Par contre, les allergies alimentaires de contact aux médicaments ou aux venins, ça peut donner des troubles digestifs, des démangeaisons, de l'eczéma, aussi quand même des troubles respiratoires. L'asthme, elle pourrait être aux deux... Ah oui, je l'ai mise, elle est aux deux places. Alimentaires ou médicaments ou venins, ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique, ce qui est moins le cas des pollens et des allergies respiratoires. Par contre, dans la vie de tous les jours, ça peut gêner au niveau du sommeil, ça peut gêner au niveau de la qualité de vie, parce que si vous ne pouvez plus manger certaines choses, au niveau social, ce n'est pas toujours pratique. Ça peut donner des rhinites chroniques, donc c'est assez désagréable, de l'asthme, qui peut être particulièrement angoissant, et ça peut aller jusqu'au décès avec le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, donc c'est comme le docteur Bus vous a montré tout à l'heure, c'est une réaction allergique sévère. Les symptômes, c'est au niveau de la peau, ça peut donner des problèmes respiratoires, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, neurologiques. La cause la plus fréquente... Ah, zoup, je suis petite. Ah ouais. Désolée. Les causes fréquentes, ce sont les aliments, les médicaments, les venins. Mais ce qui est très important, c'est que souvent, il y a un cofacteur quand même qui est en jeu. Le stress, l'effort, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'alcool, le cannabis peuvent provoquer un choc sur quelque chose, peuvent induire le choc. C'est pas bon. Donner le choc plus facilement. Enfin, vous pouvez manger quelque chose et rester tranquille et ça se passe bien, et puis manger quelque chose et aller courir et finir aux urgences. C'était pas très bien dit, mais j'espère que vous avez compris. Alors, le choc anaphylactique, comme le docteur Bus vous a montré, c'est une dégranulation des mastocytes. J'ai quand même mis ce schéma qui fait un petit peu peur, mais pour dire que le mastocyte, il peut être activé via les IgE, donc l'antigène. C'est par là que je mets? Non. Celui-là? Donc ça, c'est ce que vous a montré le docteur Bus. Mais il peut aussi y avoir les récepteurs, justement, des lymphocytes. Il peut y avoir les oestrogènes, il peut y avoir des récepteurs de plaquettes, des opioïdes, du complément, des pathogènes. Donc en fait, c'est vraiment une cellule qui peut être activée par plein de chemins différents. En dégranulant, elle libère l'histamine qui, elle, provoque le choc. Mais l'histamine, elle est quasiment impossible à mesurer parce qu'une fois qu'elle est hors du corps, elle est stable genre 1 minute. Donc c'est difficile à mesurer. Tandis que la tryptase qui est libérée en même temps, elle, on peut la mesurer. La tryptase, on ne sait pas exactement à quoi elle sert, mais comme on l'a trouvée puis qu'elle va bien, on l'utilise. Donc la tryptase, elle a été découverte en 1981. C'est la protéine la plus abondante des mastocytes. Et puis nous, on conseille de le mesurer au pic, donc environ 2 heures après l'ingestion du produit. Et puis elle diminue en plusieurs heures et on conseille de le faire encore 24 heures après le choc pour être sûr que les gens n'ont pas une maladie genre mastocytose, où les mastocytes sont toujours trop élevés, ou s'il y a des parasites, il y aura plus de mastocytes, ou selon le contexte, comme ça, on montre qu'il y a vraiment eu un choc anaphylactique. Pour le dépistage d'une allergie, donc le médecin doit faire l'anamnèse, c'est l'interrogatoire. Souvent, il fait des bilans cutanés avec les prick tests. Par contre, la sensibilité et la spécificité est variable en fonction de la qualité de l'extrait utilisé et des traitements. L'extrait utilisé, c'est parce que dans les petites pipettes, on ne reproduit pas absolument tout un chat. On met des petites protéines du chat. Donc si vous êtes allergique sur
autre chose que ce qu'il y a dans la pipette, ben ça réagira pas. Alors au laboratoire, nous, on peut faire les IgE totaux, mais c'est un indicateur très peu précis. Il y a les IgE spécifiques pour les extraits totaux. Il y a une sensibilité très forte. Par contre, il y a beaucoup de faux positifs. Et puis, où il faut faire attention, c'est que l'atopie, c'est différent de l'allergie. L'allergie, c'est quand vous réagissez, et l'atopie, c'est quand vous êtes sensibilisé. Et vous pouvez être sensibilisé sans être allergique. Donc, vous pourriez être sensibilisé à, je sais pas, à la pomme, mais pouvoir manger des pommes tous les jours sans problème. Donc, c'est pour ça aussi que le médecin est important, parce que lui peut vous aider vous aiguiller sur le diagnostic. Et c'est pas parce qu'il y a un test positif à la pomme, et puis, je sais pas, une dizaine d'autres aliments qu'il faut tout arrêter, parce que si vous les supportez bien, le médecin peut vous dire ça, vous pouvez manger. Et puis il y a les IgE spécifiques pour les recombinants. En fait, ce sont des composants de l'IgE total. Et puis ça permet de distinguer une sensibilisation primaire d'une grosse réaction. Et puis aussi pour prédire la sévérité des symptômes et leur persistance. Alors l'immunoglobuline IgE totale, il y en a très peu dans le corps. C'est de l'ordre de 0,1 microgramme par litre. Les autres immunoglobulines, on les mesure en grammes par litre. Donc il y en a très très peu. C'est un marqueur pas toujours spécifique, parce qu'il y a 20% des gens en bonne santé qui en ont beaucoup. Et puis c'est moyennement sensible, parce qu'il y a 20% des sujets allergiques qui ont une concentration normale. Donc c'est vraiment juste une indication. Et puis ça permet de confirmer certains diagnostics dans les dermatites atopiques, l'urticaire chronique, où là, en général, les valeurs sont très élevées, dans des polysensibilisations, une aspergillose pulmonaire, bronchopulmonaire allergique, dans des infections, par exemple, parasitaires, où là, ils sont élevés, des déficits immunitaires, ou des maladies inflammatoires, ou dysimmunitaires. Certaines personnes ont des dérèglements. S'il manque d'IgA, IgG, IgM, c'est les IgE qui peuvent essayer de prendre le relais, mais c'est assez rare. Nous, ce qu'on fait en complément au laboratoire, on fait les tests sanguins en immunocap. Immunocap, c'est un nom de produit. Le principe, c'est que normalement, l'ELISA, vous faites la mesure, on la fait dans un petit puits, et puis dans un puits, c'est en gros en 2 dimensions. L'immunocap, c'est comme une petite éponge qu'on a mis dans le puits. Comme ça, avec le réseau de l'éponge, on a beaucoup plus de surface en contact et ça permet de capter ces IgE, vu qu'il n'y en a pas des grandes quantités. La sensibilité, elle est très jusqu'à 97% avec des tests d'IgE spécifiques, mais seulement en parallèle avec la clinique, parce que sinon, on part dans des sensibilités catastrophiques. Si on teste tout, ça ne nous donne rien comme résultat. C'est largement accessible parce que, comme le disait le docteur Buss avant, les antihistaminiques peuvent gêner les tests cutanés, tandis que là, vu que c'est hors du corps, on peut les mesurer même s'il y a des antihistaminiques. C'est aussi indépendant de l'âge, de l'état de la peau, parce que si la peau est particulièrement blessée, peut-être pas envie encore de faire des tests cutanés. Et puis, ça peut être utilisé chez tout le monde. Le risque est nul, parce que contrairement aux tests cutanés qui sont faits chez le médecin, qui sait vous récupérer si quelque chose se passe mal, les tests sanguins, il n'y a aucun risque d'anaphylaxie pour le patient. Donc là, je vais aller dans les protéines recombinantes, les différentes protéines qu'on peut mettre en évidence pour aider au diagnostic. Alors, il y aura les profilines, les PR10, c'est des mots, ils vont peut-être vous faire un peu peur, les prolamines, les tropomyosines et parvalbumines, les CCD et les venins. Donc la gravité des symptômes, les réactions croisées et la réponse au traitement dépendent de la famille des protéines concernées. Alors les profilines, c'est un allergène à forte réaction croisée. C'est un composant du cytosquelette des cellules végétales. Donc toutes les cellules végétales ont des profilines. Elles peuvent déclencher des symptômes respiratoires. Puis par exemple, c'est responsable de l'allergie alimentaire associée au pollen. Alors ici, j'ai noté donc la profiline. Et puis dessous, vous avez là.
MALD4. MAL, c'est pour Malus. Domesticus 4, c'est le 4e antigène qu'ils ont trouvé. Donc Malus domesticus, c'est le nom latin de la pomme. Et tous les recombinants sont appelés d'après leur nom latin. Bet V2, c'est Betula verrucosa 2, c'est le 2e. Donc on se comprend, mais par contre, pour la personne qui n'est pas botaniste, c'est un peu compliqué. Les symptômes pour les profilines sont habituellement faibles et il peut y avoir des syndromes d'allergie orale croisée. C'est quand vous êtes allergique au boulot, parfois, en mangeant de la pomme, ça démange. Le deuxième allergène qu'on recherche, lui, c'est les PR10. C'est lié au boulot. C'est l'allergène majeur du boulot. Les protéines, c'est une protéine de stress impliquée dans les mécanismes de défense de la plante et c'est potentiellement sur tous les végétaux. Et je pense que si on est de plus en plus allergique au PR10, c'est peut-être qu'on maltraite un peu la planète. Parce que vu que c'est un mécanisme de défense des plantes, c'est peut-être pas totalement un hasard qu'on se sensibilise de plus en plus à ces plantes. Ce sont des réactions croisées avec les pollens d'arbres aussi. Donc si on est allergique au bouleau, on peut réagir contre l'aulne, le noisetier. Là, c'est le principal acteur pour le syndrome pomme-bouleau. Donc c'est le principal responsable de l'allergie alimentaire associée au pollen. Et là, j'ai noté en Europe centrale et septentrionale, parce que je vous montre après pourquoi dans les pays du Sud, ils sont moins concernés vu qu'il n'y a pas vraiment de bouleau. Et puis, le risque d'allergie alimentaire est élevé, est élevé. Environ 75% des gens allergiques au pollen de bouleau bête-véant ont des soucis d'allergie alimentaire croisée. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est thermolabile. Ça veut dire que quand on chauffe, il perd totalement son aspect antigénique. Donc, chauffer une compote de pommes, ça passe, mais pas cru. Et puis, c'est dégradé lors de la digestion. Les symptômes sont généralement bénins, mais ça peut, dans quelques cas, provoquer des réactions anaphylactiques, comme avec le soja, la carotte et le céleri. Les PR10, c'est justement cet allergène du bouleau, mais on retrouve dans la cacahuète, dans les noisettes, dans le céleri, dans le soja, dans la pomme, dans la pêche et tous les pruneaux, enfin tous les composés, on dit des rosacées, et le kiwi. Les prolamines, ce sont des protéines de stockage, on appelle des protéines de transfert lipidique. C'est ce qui mène de la vésicule vers une petite vésicule, comme avant on a vu sur le mastocyte, vers la membrane. Alors, il y a des fortes concentrations dans la peau des fruits à pépins et à noyaux. Il y en a aussi dans les légumineuses, genre arachides. Il y en a aussi dans les pollens, l'armoise. Il y en a dans le cannabis. Ça cause des symptômes graves. C'est résistant à la chaleur et à la digestion. Donc, ce sont de vraies allergies alimentaires en l'absence d'allergie pollinique. C'est la réaction allergique aux fruits et aux légumes du sud de l'Europe. Il y a aussi les protéines de stockage comme les albumines. C'est surtout dans les fruits à coque, les graines et les noix. C'est résistant à la chaleur et à la digestion et ça cause des symptômes graves. La répartition, je l'ai quand même noté parce qu'en fait, les réactions locales, c'est plutôt au nord de l'Europe. Je ne sais pas si j'arrive à remettre. Ici. En haut de l'Europe, ce sont les réactions locales et au sud de l'Europe, ce sont les réactions systémiques. Mais si on regarde la sensibilisation, au nord de l'Europe, on est au PR10, et puis au sud de l'Europe, ce sont plutôt les lipides transfert protéines. Par contre, les profilines, comme c'est dans absolument tous les végétaux, c'est une répartition égale. Il y a le cannabis, un petit aparté. En fait, ça peut induire des réactions allergiques sévères aux fruits, citron, mandarine, orange, melon, banane. Donc des fois, si vous arrivez aux urgences, ça vaut la peine d'être honnête et de dire ce qu'on a vraiment consommé. Ça peut aider, plutôt que de vouloir cacher. Les tropomyosines et les parvalbumines. Les tropomyosines, ce sont des protéines musculaires, ce sont des marqueurs pour les allergies aux crustacés. Ça donne des symptômes graves, ça donne des réactions croisées avec les crustacés, les acariens, les mollusques et les insectes. Les acariens, c'est ennuyeux parce qu'en général, on partage notre lit avec passablement d'acariens.
Donc après, ça veut dire qu'au niveau pratique, il faut mettre des housses, il faut laver le lit de façon spéciale, et puis ça devient vite compliqué. Les parvalbumines, ce sont des protéines musculaires, des liaisons pour le calcium, c'est le marqueur des allergies pour les poissons, c'est résistant à la chaleur et à la digestion, et ça fait aussi des symptômes graves. On peut mesurer ces paramètres-là. Mais il faut d'abord faire les spécifiques, parce que si c'est 0, le spécifique, ça ne sert à rien de partir dans tous ces composants. À moins que dans le spécifique, c'est comme avant, j'ai dit pour le chat, il n'y a pas un chat au fond de la cupule. Donc si par hasard, il n'était pas représenté, genre pour le soja, la protéine, le spécifique, le total pour le soja, il est moins bien représenté en certains recombinants. Donc si vous n'êtes pas de chance sensibilisé aux recombinants, le soja sortira peu ou pas pose, alors qu'en fait, vous l'êtes quand même. Mais c'est assez rare. Il y a encore les déterminants carbohydrates à réaction croisée. Donc c'est un sucre qu'on retrouve dans toutes les plantes et tous les invertébrés. 20% des atopiques sont sensibilisés à ces CCD. Par contre, il n'y a aucune pertinence contre les CCD parce qu'en fait, en vrai, on n'est pas allergique au sucre. On serait mal embrayé si on était allergique au sucre qu'on ingère. Mais in vitro, c'est important de le savoir parce que les tests, ils vont quasiment tous sortir positifs. Donc, vous n'êtes pas forcément allergique aux 25 allergènes qu'on a testés. Si vous êtes allergique au CCD, ce sera faussement positif. Alors, les venins d'hyménoptères, on peut être doublement positif aux abeilles et aux guêpes, mais ça vaut toujours la peine d'investiguer. Est-ce que c'est une véritable double sensibilisation ou est-ce que ce sont des réactions croisées? Par exemple, APM2 et VSV2, ce sont des hyaluronidases du venin qui sont partagées entre les deux espèces qui se ressemblent. Donc si vous êtes allergique à une protéine qui est partagée entre les deux espèces, eh bien vous serez positif aux deux sans que ce soit une allergie aux deux. Ouais, je suis désolée. Et puis, il y a le problème de la sensibilisation au CCD qui fait que tout est positif. Alors, ce qu'on peut faire, nous, avec les recombinants, au niveau de l'abeille, on fait la PIM1, qui est une glycoprotéine de la famille des phospholipases, qui est l'allergène majeur pour l'abeille, qui n'a pas de réaction croisée. Par contre, ce qu'il faut quand même tenir en compte, c'est que la phospholipase A2, elle est toxique. Donc si vous réagissez très fort à une abeille, c'est une allergie, mais si vous avez 50 piqûres, vous finissez peut-être aussi aux urgences sans que ce soit une allergie. Et puis pour la guêpe, c'est VSV5, c'est une protéine beaucoup plus petite, c'est l'allergène majeur des guêpes, et puis c'est la véritable sensibilisation à ce venin, il n'y a pas de réaction croisée. Donc si vous avez API-M1 et VSV5, vous êtes allergique aux deux espèces. Alors l'évaluation des risques, les CCD, c'est le premier, on ne risque pas grand-chose vu que c'est un faux positif. Les profilines, il y en a un peu plus, mais ce sont des symptômes bénins. Les PR10, en général, ce sont des symptômes relativement bénins avec quelques cas graves. Les lipides transfert protéines, ça commence à devenir vraiment grave et les protéines de stockage aussi. Donc on peut classer en fonction de ces différents marqueurs la sévérité de l'allergie. Et puis, la stabilité des protéines est importante parce que les protéines instables, genre profiline et PR10, ça donnera plutôt des réactions locales, tandis que les protéines stables, digérées, elles vont donner des réactions systémiques, donc tout le corps peut réagir. Les cas particuliers, c'est celui où on a une réaction plus qu'une heure après. C'est le symptôme après ingestion de viande de mammifère qui peut provoquer de l'urticaire, de l'angioedème, des symptômes gastro-intestinaux, voire de l'anaphylaxie. C'est une réaction retardée 3 à 6 heures après l'ingestion, parce qu'il faut avoir le temps de descendre jusqu'au système digestif. C'est une IgE spécifique qui s'appelle la galactose alpha-1,3-galactose. Et c'est une substance qui est largement répandue, donc là, ça pose problème, parce qu'on la retrouve dans la viande de tous les mammifères, sauf les simiens et nous, mais en général, on mange assez peu de singes et d'humains.
Il y a aussi dans le lait, il y en a dans les gélatines, donc les bonbons, les shampoings, les sutures de catgut, c'est certains fils pour recoudre. Il y en a dans les gélules. Il y a des médicaments qui ont de l'alphagal, le cetuximab, l'héparine, l'oxycodone, parce que c'est l'héparine, par exemple, elle est extraite du porc. Donc, vu que le cochon, c'est de la viande de mammifère, on réagit. Il y a les vaccins qui peuvent réagir. Il y a les xénotransplantations, ça veut dire les transplantations d'un autre animal, par exemple les rejets de valves cardiaques de porc ou de bœuf. Et c'est un peu toujours lié à une corrélation avec une piqûre de tique. Et là, le stress, l'effort, les médicaments sont souvent très impliqués. Parce que vous pouvez manger une tranche de jambon, puis ça se passe bien si vous êtes tranquille. Manger une tranche de jambon, puis aller courir, puis vous finissez aux urgences. Il y a un autre cas que je trouvais intéressant. Pour le chat, la plupart du temps, on se familiarise contre le FeLD1. C'est sécrété dans la salive, les glandes périanales et les sébacées des chats. C'est détecté dans plus que 99% des maisons américaines. Le lavage du chat, c'est inutile parce que 24 heures après avoir shampouiné le chat, c'est revenu au même niveau. Et puis 80 à 95% des patients allergiques au chat sont sensibilisés à FeLD1. Par contre, il y a des gens qui se sensibilisent à FeLD2, qui est une albumine du chat, et on se sensibilise par voie respiratoire. L'ennui, c'est qu'après, on peut faire des réactions allergiques survenant immédiatement après l'ingestion de viande de porc ou mal cuite. Donc on l'appelle le syndrome porc-chat. Parfois, les gens réagissent aussi avec la viande de bœuf, le poulet, voire le lait. Et puis l'avenir, peut-être, c'est l'activation des basophiles, parce que c'est le mastocyte qui réagit très fort. Par contre, le mastocyte, il est caché un peu partout, il est difficile à trouver. Donc le basophile, il est dans le sang, c'est un globule blanc qui circule. Donc on peut l'isoler, le mettre en contact avec l'allergène, et puis après, donc il sera activé, c'est un petit cousin du mastocyte, il sera activé en contact avec un allergène, on l'isole, et puis on regarde s'il est activé ou s'il est resté inactif. L'avantage, c'est que c'est moins cher et moins dangereux qu'une provocation, parce que s'il y a une allergie, surtout aux médicaments, la provocation peut provoquer un choc. Par contre, les sensibilités et les spécificités sont relativement élevées, parce que ça dépend vraiment du composé. Et puis, le problème, c'est qu'il nous faut du sang frais, que les symptômes, il faut qu'ils aient eu lieu il y a plus que 3 à 4 semaines, mais moins d'1 an, pour pouvoir doser la sensibilité des basophiles. Il ne faut pas qu'il y ait de basopénie, parce qu'on n'a pas de basophile. Le test, il sera négatif. Qu'il faut faire attention, il y a des patients qui ne répondent pas, et puis ça ne dispense pas forcément d'une provocation. Et puis, le dernier mot, c'est que doit rester à la clinique, bien comprendre, c'est bien soigner. Donc nous, on est vraiment une aide, mais c'est le médecin qui décide, parce que faire des tests à tire-larigot dans n'importe quel site internet, c'est dangereux. Je repasse la parole, Dr. Buss. Merci beaucoup. Non, très bien. Donc comme ça, vous voyez toutes les méthodes diagnostiques qu'on a à disposition. Donc on a vu l'interrogatoire, les tests cutanés et puis les tests sanguins qui nous permettent de pas mal avancer et d'avoir des diagnostics pour pouvoir au mieux traiter. Alors les traitements, ça paraît évident comme ça, mais éviter l'allergène, ça va être une base. Donc quelqu'un qui est allergique au chat, s'il n'a pas de chat, il n'aura aucun symptôme. Ça, c'est une évidence. L'arachide, c'est la même chose. Par contre, ça peut être caché. Donc, c'est toujours compliqué d'éviter un allergène quand on va au restaurant. Il peut être dans n'importe quel plat. Donc, c'est toujours quelque chose d'important. Donc, il faut toujours avoir un traitement en réserve. Ça, j'y viens. Les allergiques aux pénicillines, vous voyez qu'il y a certaines personnes qui se tatouent une allergie à la pénicilline sur le bras, tellement ça les a marqués. Donc, il faut éviter l'antibiotique auquel on est allergique. Il y a de rares cas où on peut induire une tolérance à certains médicaments quand ils sont absolument nécessaires. On arrive selon des protocoles spécifiques à l'hôpital à induire une tolérance à un médicament. Mais c'est quelque chose qu'on évite quand c'est possible. Et puis donc, la deuxième chose, c'est les traitements. Alors, vous voyez là, il y a un inhalateur pour les personnes qui ont un asthme.
on va pouvoir les traiter. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme quand on a une jambe cassée, ça fait très mal. On donne des antidouleurs, ça va permettre de soulager la douleur, mais on ne va pas traiter la fracture, finalement. Finalement, pour les allergies, pour un asthme, ce qu'on donne, c'est un corticoïde inhalé, donc qui va diminuer l'inflammation au niveau des voies aériennes. Souvent associé à un bronchodilatateur qui va permettre de clairement contrôler l'asthme. Après, vous voyez qu'on a des petits sprays, donc c'est des corticoïdes ou des antihistaminiques qu'on peut mettre dans le nez pour soulager au niveau de la rhinite allergique. Puis on a des comprimés antihistaminiques qui vont venir, en fait, on va prendre par la bouche, qui vont être ingérés, absorbés, et puis qui vont venir bloquer les fameux récepteurs à l'histamine et qui vont nettement améliorer les choses. Donc là, on est dans les allergies respiratoires, et puis vous voyez, on a un auto-injecteur d'adrénaline qui est le médicament absolument nécessaire en cas d'anaphylaxie. L'adrénaline va avoir un effet très important sur la constriction bronchique. Donc, la constriction bronchique, quand on fait un spasme, c'est en fait la musculature lisse qui se contracte. L'adrénaline va permettre de décontracter cette musculature lisse. Et puis, au niveau du système vasculaire, va permettre de justement redonner du tonus si on a un état vasoplégique, comme on dit, les artères qui sont dilatées, qui amènent le choc anaphylactique. Donc, c'est vraiment le traitement absolument nécessaire. Et puis finalement, on a l'immunothérapie. En fait, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation, qui est en fait un mode de traitement qu'on administre pour induire une tolérance. Une personne qui a une allergie, il a une réaction de son système immunitaire. Et en exposant la personne à des petites doses d'allergènes, le plus fréquemment, ce qu'on utilise, c'est des allergènes respiratoires. Donc ça peut être les pollens, mais aussi les acariens, poils d'animaux, les venins, guêpes, abeilles. Eh ben, on arrive à induire une tolérance au niveau du système immunitaire. Et puis, j'y viens tout de suite. Je ne reviens pas sur les cofacteurs dont Mme Monnier nous a parlé, mais clairement, l'alcool, l'effort physique, les anti-inflammatoires, le fait d'être grippé, c'est des éléments qui peuvent amplifier une réaction allergique. Alors, la désensibilisation, ce n'est pas nouveau. On a les premières mises en évidence d'allergies au 19e siècle, et puis au 20e siècle, au début du 20e siècle, vous voyez, je vous ai remis un article scientifique du Lancet, qui est un grand journal médical qui date de 1911, où le docteur Noon de l'hôpital Sainte-Marie à Londres mettait en évidence, finalement, qu'on pouvait produire chez les animaux qui avaient été, à qui on injectait des pollens, on avait des anticorps qui étaient formés en réaction. Et puis lui, il en conclut qu'on peut finalement administrer des pollens à ces animaux pour les protéger contre les pollens pendant la saison pollinique. Et en fait, c'est sur cette base-là, il a mis en évidence des anticorps qui ont permis en fait de développer le traitement moderne de la désensibilisation. Le principe, c'est d'administrer des extraits polliniques ultra standardisés, ou alors des acariens, ou alors des venins, pour habituer le système immunitaire. Les allergènes disponibles, ils sont écrits là. Et puis, on a deux voies d'administration. La voie sous-cutanée, qui implique d'administrer l'allergène par des injections au niveau de l'arrière du bras, le plus fréquemment. Vous voyez, on a 3 dilutions de médicaments, puis on va augmenter très progressivement les doses. Une fois par semaine, par exemple, sur une période de 7 à 12 semaines, ça dépend des produits, ça dépend des allergènes. Et ensuite, quand on arrive progressivement à la dose maximale tolérée, on va poursuivre ces injections une fois par mois, par exemple pour une durée de 3 ans. Une autre possibilité, c'est l'abord sublingual, qui ne sont pas disponibles pour tous les allergènes. C'est principalement les pollens, les acariens, mais on n'a pas ça pour les poils d'animaux, pas ça pour les venins. Où les personnes vont pouvoir administrer des gouttes sous la langue. C'est le même principe, on commence par des petites doses, puis on augmente très progressivement. Il y a des comprimés aussi. Alors, l'avantage, c'est que c'est un traitement qu'on peut faire à la maison. Il n'y a pas d'injection. Maintenant, le désavantage, c'est que le médicament, il faut le prendre. Il faut prendre un médicament tous les jours. Donc, il y a certaines personnes, en particulier les adolescents, où ce n'est pas toujours le traitement rêvé, parce qu'ils vont prendre un médicament un jour sur 3 ou 4, et ça ne va pas être efficace. Les effets secondaires de ce type de traitement, vous pouvez bien vous imaginer, quand on met un allergène sous la langue, ça va faire une discrète réaction locale, même si on commence par des toutes petites doses. Ça peut gratter. Plus rarement, on peut avoir des petits gonflements de la langue, un gonflement de la lèvre. C'est des effets secondaires qui sont prédominants au début de traitement puis qui vont disparaître en 2-3 semaines. Et après, les personnes n'ont plus rien. Pour la voie sous-cutanée,
on peut avoir des réactions locales au site d'injection. De manière exceptionnelle, on peut provoquer une réaction allergique elle-même. Alors, c'est exceptionnel, des chocs anaphylactiques, il y a des études qui montrent que c'est un cas sur 2 500 000 injections. Et puis, ça dépend aussi des patients, ça dépend s'ils ont un asthme sévère, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a une surveillance systématique 30 minutes après chaque injection qui est faite dans un milieu médical avec une prémédication, avec un antihistaminique. Donc, les indications pour une désensibilisation, donc il faut avoir des symptômes allergiques modérés à sévères. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, une rhinoconjonctivite, un asthme, qui répond que partiellement aux traitements symptomatiques que je vous ai énumérés tout à l'heure, les antihistaminiques. Et puis, il faut mettre en évidence l'allergène, soit un test cutané positif, soit un dosage d'IgE spécifique, comme vous l'a démontré Mme Monnier. Ça, c'est le plus important. Après, il y a des contre-indications. Un asthme sévère, donc là, il y a un terme, donc on a une limite qu'on peut déterminer par des fonctions pulmonaires. Un asthme sévère, une contre-indication. Les bêta-bloquants, c'est un médicament qu'on utilise pour baisser la tension artérielle ou ralentir le cœur, qu'on n'aime pas trop dans la désensibilisation, parce que s'il y a une réaction allergique, ça contrecarre l'effet de l'adrénaline. Et donc l'adrénaline est moins efficace. Donc souvent, on essaie de trouver un autre médicament ou de l'arrêter les jours des injections. Après, il y a d'autres paramètres, je ne vais pas aller en détail dessus. Peut-être une situation particulière, la grossesse, on peut commencer... On ne commence pas de traitement chez une patiente enceinte, mais on peut poursuivre un traitement chez quelqu'un qui tombe enceinte pendant la thérapie. L'efficacité, alors c'est démontré, hein, on a beaucoup d'études qui démontrent l'efficacité du traitement. Là, je vous ai mis, c'est une étude scientifique qui démontre une efficacité significative sur les scores de traitement et sur les prises de médicaments. On sait que c'est 30 à 50% plus efficace que le placebo. C'est-à-dire, vous prenez 300 enfants que vous désensibilisez contre, par exemple, les pollens de graminées, 300 enfants chez qui vous administrez de l'eau. C'est des études qu'ils ont fait. Hein. Puis on regarde, après 3 ans de traitement, les enfants qui ont reçu le traitement de désensibilisation, ils ont une amélioration des scores de symptômes de 30 à 50% plus que le placebo. Ce qui est toujours intéressant, c'est que le placebo lui-même, si vous injectez de l'eau à quelqu'un, il va avoir une amélioration. C'est le fameux effet placebo, c'est 20% d'amélioration. Donc, on peut extrapoler 50 à 70% d'amélioration. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une guérison complète. On améliore nettement les choses, on diminue la prise de médicaments. Par contre, dans les pics polliniques pour les allergiques aux graminées, parfois, ils prennent encore un antihistaminique. Mais certaines personnes prennent beaucoup moins de médicaments pour l'asthme. Et puis, en termes d'économicité, c'est remboursé par l'assurance maladie parce qu'on sait que c'est quelque chose d'économique. Après 5-6 ans, on a un retour sur investissement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prend moins de médicaments, il y a moins de consultations aux urgences, donc il y a moins de nécessité de prise en charge médicale avec une désensibilisation. Et puis on va finir par l'augmentation de la prévalence des allergies. Donc est-ce que c'est vrai ? Ça fait souvent les titres de certains journaux, mais pourquoi ça augmente ? Est-ce que finalement 100% de la population va finir allergique ? Oui ou non ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, rapidement les chiffres, 30% de la population a au moins une prédisposition à être allergique. Ça peut être de l'eczéma, des allergies alimentaires, une rhinoconjonctivite, un asthme. C'est une prédisposition. L'eczéma, c'est assez fréquent. Hein. Et puis, on a une rhinoconjonctivite allergique, c'était 1% de la population au XXe siècle, au début du XXe siècle. Maintenant, c'est 20% de la population. Donc, un tiers qui ont un asthme. Donc, vous voyez, alors c'est probablement mieux diagnostiqué, mais il y a clairement une augmentation dans ce qu'on voit. L'asthme, c'est 6% des adultes, 12% des enfants. Les allergies alimentaires, c'est 2 à 4% des adultes, et puis 4 à 6% des enfants. Dans les pays anglo-saxons, ça prend des proportions plus importantes, avec près de 10% en Australie. Et puis l'augmentation, elle est claire. Il y a des études qui ont été faites en Chine. En 10 ans, vous voyez, on double les allergies alimentaires. L'arachide, c'est x4 aux États-Unis. L'anaphylaxie alimentaire, donc c'est les personnes qui arrivent aux urgences pour une problématique d'allergie alimentaire. Ils ont fait une étude en Australie. En 10 ans, il y a une augmentation de 350%. Donc il y a un phénomène d'accélération, principalement entre les années 1980 et 2010, qui est absolument manifeste. L'asthme a clairement augmenté, donc les chiffres que je vous donnais, actuels, il y a x10 en 40 ans. Il y a 10 fois plus d'asthmatiques. Pourquoi ? Et ça, c'est la question, on va finir là-dessus. La génétique, et ça peut être des prédispositions génétiques, hein, clairement, dans l'allergie. Quelqu'un qui est allergique va donner plus de chances à ses enfants d'être allergiques. Mais on voit que l'émigration, pour des personnes, par exemple, qui vivent en Afrique subsaharienne, s'ils viennent dans des pays dits développés, ils vont avoir un risque augmenté x3 d'être allergiques après 10 ans. Donc clairement, il y a des facteurs environnementaux qui rentrent en compte. Quels sont les facteurs environnementaux ? Donc là, il y a pas mal d'hypothèses. Une théorie qui est souvent revenue, c'est l'hygiène.
on se lave les mains, on est moins exposé aux infections virales. Le Covid nous a montré le contraire. On a quand même des pandémies, on a toujours des maladies infantiles, on a souvent des maladies virales. C'est pas la raison. Il y a une théorie qui a le vent en poupe, c'est la théorie des vieux amis. C'est-à-dire qu'on a une perte de diversité de notre microbiote. La microbiote, en fait, c'est les micro-organismes, notre tube digestif, qui sont excessivement nombreux. On a tous des milliers de milliards de micro-organismes en nous. Ça fait une symbiose, en fait. On est des cellules humaines avec des cellules bactériennes. Et en fait, l'interaction entre cette microbiote et notre système immunitaire est ultra importante. Et ce qui semble clair, c'est qu'avec le mode de vie occidental, on vit dans des bâtiments en béton, on a des pesticides, on est peu exposé au monde bactériologique, on met toute notre vaisselle au lave-vaisselle, donc on est beaucoup moins exposé à ce monde bactériologique. Et il faut savoir qu'un enfant, quand il naît, il est complètement stérile de cette microbiote. Et l'accouchement par voie basse, en fait, il va être mis en contact à la microbiote vaginale de la maman, pour commencer, et parfois aussi intestinale. Et puis, il va, à ce moment-là, avoir une microbiote qui va se développer au niveau intestinal, avec l'allaitement aussi. Il va être exposé à des prébiotiques, à des probiotiques. Et puis ensuite, tout au long de sa vie, pour avoir une microbiote diversifiée après 2-3 ans de vie. Et ce qu'on voit, c'est que probablement, pour des raisons environnementales, aussi les accouchements par césarienne sont associés à des risques augmentés d'asthme dans le futur. Et il y a des études scandinaves où les enfants nés par césarienne, on leur remet les sécrétions vaginales de la maman au niveau de la bouche pour essayer qu'ils soient exposés à cette flore. Et ça, on le saura dans 15 ans, voir si c'est efficace sur la prévalence de l'asthme. Les antibiotiques dans la petite enfance, probablement que ça a un impact également. Et puis après, il y a d'autres éléments que la microbiote. Il y a le réchauffement climatique. On sait que les saisons polliniques sont plus longues avec les conditions climatiques qu'on a actuellement. Typiquement, la pollinisation du noisetier peut commencer en janvier, alors qu'avant, c'était fin février. Et puis, l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, en fait, ça rend les plantes beaucoup plus productrices de pollen. Ça, de manière claire. Il y a des pollens pour le boulot. Ça a doublé ces 20 dernières années. Après, le mode de vie, je vous en parlais. Le régime alimentaire aurait un impact. Un régime pauvre en fibres augmente aussi la problématique de microbiote peu diversifié. Donc c'est clair, est-ce qu'il faut faire jouer nos enfants dehors au contact de la microbiote? Est-ce qu'il faut sortir nos maisons en béton puis retourner au naturel? Ça pourrait être une idée, mais je ne pense pas qu'on soit prêt à le faire. En conclusion, donc, les allergies augmentent depuis 40 ans, c'est un fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des titres de presse qui nous disent mais la moitié de la population allergique en 2050. Il semblerait quand même que ces 10 dernières années, on a eu un fléchissement. C'est pas une évolution linéaire ni exponentielle. Probablement qu'on a un plateau. L'avenir nous le dira. Avec le réchauffement climatique, on aura d'autres allergènes qui vont arriver, l'ambroisie en particulier. Donc, on ne sait pas encore. L'avenir nous le dira. L'allergie, donc, c'est la réaction inadaptée du système immunitaire. Ça, c'est très important. Différencier les allergies, on a vu les symptômes. C'est très différent d'une intolérance au lactose, par exemple, où il nous manque simplement le ciseau pour dégrader le lactose. C'est un déficit en enzyme, l'intolérance au lactose. Ça fait des ballonnements digestifs, mais ce n'est pas les symptômes d'allergie qu'on a vus. On a des méthodes diagnostiques fiables qu'on a détaillées, et puis on a des traitements efficaces. Avant tout, essayer d'éviter l'allergène. Les traitements médicamenteux, l'adrénaline pour l'anaphylaxie, très important. Et puis, l'immunothérapie allergénique spécifique, donc pour les pollen, pour les venins, 95% de protection pour le venin de guêpe, plus que 90% pour le venin d'abeille pour les personnes désensibilisées, donc ça marche vraiment bien. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Merci pour votre attention. C'est compliqué à Halloween, de plus en plus. Et puis volontiers si vous avez des questions. Volontiers. Alors, pour poser vos questions volontiers, si vous pouvez lever la main, parce que la conférence est enregistrée et filmée, s'il vous plaît. C'est une question simple. Je trouve qu'on devrait pouvoir renforcer simplement l'immunité. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer cette immunité pour être moins allergique?
pas de parler dans le... Alors, justement, ça serait presque l'inverse. Comment éviter que ce système immunitaire surréagisse? Donc, finalement, c'est justement le fait que notre système immunitaire surréagit et réagit à des allergènes auxquels il ne devrait pas réagir. C'est ça la problématique. Mais c'est une très bonne question parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on traite les conséquences. La cause, où est-elle? Je pense qu'on peut le voir dans le mode de vie occidental et probablement que cette perte de contact avec le monde microbiologique, ce monde aseptisé, en quelque sorte dans lequel on vit, avec moins de contact, on va dire, avec, je sais pas, par exemple, typiquement les personnes qui vivent en Afrique subsaharienne, qui sont dans des endroits beaucoup plus exposés à des animaux, qui sont beaucoup plus exposés à des déjections d'animaux, ont beaucoup moins de risques parce qu'ils ont une microbiote beaucoup plus diversifiée. Et c'est vraiment cette interaction, très probablement, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là, cette interaction entre nos micro-organismes bactériens dans notre tube digestif et le système immunitaire qui fait que notre système immunitaire surréagit et commence à s'attaquer à des éléments de notre environnement qu'il devrait ignorer. Mais renforcer le système immunitaire, alors ça, vous allez pouvoir le trouver dans des médecines parallèles. Il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas scientifiquement démontrées. Après, c'est quelque chose qui peut être tenté. Moi, j'avais une question un peu plus technique. À quel moment il faut faire les tests sanguins? Parce que pour avoir été confrontée à tout ça plusieurs fois dans mon entourage, c'est souvent on s'arrête au prick test. À quel moment il faut aller plus loin? Je pense que si le prick test est net, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est quand l'anamnèse est un peu moins claire et c'est une aide au diagnostic pour le médecin, justement pour voir s'il y a des protéines stables qui donnent des réactions croisées et ce genre de choses. Je pense. Dans la pratique, quand on voit quelqu'un, si c'est la première fois qu'on le voit, on va toujours faire les prick tests. Parce que ça nous permet d'avoir un résultat immédiat. C'est clair que la prise de sang envoyée au laboratoire, on doit rappeler la personne. Puis il y a un côté finalement plus économique aussi pour l'assurance maladie. Donc on commence par les prick tests qui ont une très bonne sensibilité. Les dosages d'IgE spécifiques, comme le montrait Mme Monnier, ils sont utiles pour nous montrer. Donc si par exemple vous avez un test positif pour les pollens de graminées, vous savez que le corps réagit aux graminées. Vous ne savez pas quel allergène est graminé. Et dans les produits de désensibilisation, il y a certains produits de désensibilisation qui n'ont plus que l'allergène majeur. C'est l'allergène 1 ou 5. Et ça, on n'arrive pas à le dire avec un test cutané. On est obligé de faire un test sanguin qui nous démontre qu'effectivement, les anticorps de la personne sont bien dirigés contre les principaux allergènes du pollen qui sont dans le produit de désensibilisation. Donc on fait de plus en plus ça avant une désensibilisation pour mieux sélectionner les personnes. Probablement que ça a été un problème dans le passé par rapport à l'échec de certains traitements de désensibilisation parce qu'on sélectionnait parfois des gens qui n'avaient pas les anticorps dirigés contre les allergènes présents dans le traitement. Je sais que c'est un peu... mais c'est pour ça. Donc c'est un bon complément. Et puis il y a certains allergènes qui ne sont pas disponibles. Typiquement l'alpha-gal. Il y a certaines personnes qui font des allergies à la viande rouge quand ils sont associés à un cofacteur. Donc l'effort physique ou l'alcool. Quelqu'un qui mange un bon steak de bœuf, il ne va pas réagir. Mais s'il a pris un anti-inflammatoire 1 heure avant et puis il boit 2 verres de rouge, tout à coup il nous fait un choc anaphylactique. Et ça c'est très complexe et le seul moyen de détecter ça, c'est un dosage d'IgE spécifique dans le sang. Ok. Et on n'a pas forcément besoin de savoir quelle est la protéine qui nous rend allergique. Enfin, j'ai pas tout compris. Si par exemple le pollen de graminée c'est toujours la même protéine, les acariens c'est toujours la même protéine ou c'est pas. Alors pour les allergies alimentaires, ce qui est intéressant avec le laboratoire, je vous donne un exemple. Quelqu'un mange une pomme crue et va avoir une réaction locale. Comme disait Mme Monnier, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est une réaction croisée avec le pollen de bouleau. C'est-à-dire que le pollen de bouleau qui est dans l'air, ici en Europe, ce qu'on fait, c'est qu'on sensibilise à ce pollen de bouleau via les muqueuses, puis on a des anticorps. Quand on mange une pomme, la pomme crue, en fait, si vous regardez au niveau moléculaire, la protéine, ces fameux allergènes majeurs, au niveau moléculaire, la protéine de la pomme est excessivement proche du pollen de bouleau. Donc quand vous croquez la pomme crue, c'est comme si vous preniez une cuillère à café de pollen de bouleau dans la bouche. Et ça va gratter. Et souvent, ce qui est typique de ce type d'allergie, c'est que la cuisson dénature l'allergène, c'est-à-dire qu'on se tolère cuit. Quand on a un doute, certaines personnes qui vous disent qu'ils ne tolèrent pas bien cuit, on peut faire des allergènes moléculaires qui permettent de bien mettre en évidence que la personne est allergique à la famille des PR10
et pas des fameuses LTP ou protéines de stockage qui sont associées à des allergènes beaucoup plus sévères et qui sont stables à la cuisson. Donc en fait, on arrive à évaluer les risques grâce à ces tests-là. Ouais, c'est ça. Mais souvent, rien qu'en discutant avec la personne qui me dit « mais moi, une tarte aux pommes, je la mange parfaitement », il n'y a pas besoin de lui faire un dosage déjà spécifique. Les choses sont claires, ça veut dire qu'il supporte cuit. Mais quand il y a un doute, d'avoir ces allergènes moléculaires, c'est important pour stratifier le risque. D'accord. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Je suis venue en consultation il n'y a pas très longtemps. À quel moment on fait la différence entre une allergie et la mastocytose? Alors, comme l'allergie, vous avez tous des mastocytes, on a tous des mastocytes. Et puis, ces mastocytes, comme je vous disais, c'est une sensibilisation, on a ces fameux anticorps IgE qui vont dessus. Et si on est exposé à l'allergène, on va faire la réaction. Et il faut l'allergène pour faire la réaction. Les personnes qui ont une mastocytose, en fait, ils ont un nombre de mastocytes augmenté. Donc il y a une masse de mastocytes beaucoup plus importante. Et ces personnes-là vont avoir comme reflet de cette augmentation de cellules une tryptase dans le sang plus élevée. Donc la tryptase basale est plus élevée maintenant. Les personnes avec des mastocytoses font des réactions allergiques. Mais potentiellement même plus sévères, pas forcément par un phénomène allergique. Certains allergènes, je ne suis pas allé dans les détails du fonctionnement du mastocyte, mais le mastocyte peut être activé directement, sans qu'il y ait besoin d'un anticorps. Donc typiquement les produits de contraste radiologique, typiquement ils peuvent activer le mastocyte sans qu'il y ait l'anticorps. Donc je ne vais pas aller dans les détails, mais pour la mastocytose, le stress, rien qu'un stress, peut stimuler le mastocyte et amener à une dégranulation. Donc le mécanisme est différent, mais la conséquence est la même. Merci. Bonsoir. Je reviens un petit peu à ce qui a été dit avant par rapport aux prises de sang. En fait, est-ce qu'on peut, par ce moyen-là, détecter finalement tous les types d'allergies ou est-ce que finalement, quand on fait une prise de sang, il faut que ce soit quelque chose de spécifique? Je pense qu'il faut vraiment que ce soit complémentaire à l'anamnèse, parce que comme il y a beaucoup de réactions croisées, il y a des réactions spécifiques, vous faites sans allergène, encore plus. Vous faites sans allergène, et puis c'est ce qu'ils faisaient à une époque, quand j'ai commencé dans les Grisons, il y avait une clinique qui au niveau alimentaire faisait 20, 30, 40 allergènes aux patients, et tout ce qui sortait positif, il lui donnait plus. Mais après, ça faisait des carences monstres, parce que quand vous avez... Et puis des dépressions, parce que quand vous avez le droit de manger plus qu'un peu de riz blanc, mais c'était ça, ils enlevaient tous les aliments qui posaient problème. Alors nous, au niveau laboratoire, c'était rentable, parce qu'on faisait beaucoup de tests. Mais par contre, pour les patients, c'était horrible. Et ça, ils se sont rendus compte, avec la clinique, qu'en fait, c'est pas parce que vous réagissez, par exemple, au saumon, si vous pouvez en manger, vous pouvez en manger. Tandis que là, ils ont enlevé tous les allergènes où il y avait une réactivité. En fait, si je vous pose cette question, c'est parce que j'ai mon fils qui a une allergie, puis on a fait effectivement un test allergique. Et ce que je me posais comme question, c'est finalement, est-ce qu'en ayant fait cette prise de sang, ça nous a permis d'éloigner tous les autres types d'allergies possibles, ou s'il a que l'allergie avérée finalement? Ça, je pense que c'est vraiment avec la clinique. C'est ça. Donc il faut toujours, pour poser le diagnostic d'une allergie, il faut pouvoir mettre en perspective un événement, donc la réaction allergique. Oui. C'est pour ça que l'interrogatoire est ultra important. Oui. Et être sûr que il y a l'aliment, donc ça c'est la cacahuète. Et si le test est positif et correspond finalement à l'histoire, c'est là qu'on fait le diagnostic. Oui. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent avoir des anticorps positifs sans exprimer l'allergie. On parle plutôt de sensibilisation. Et chez ces personnes-là, on ne va pas forcément faire la recherche d'anticorps. Donc c'est pour toujours une histoire, un contexte qui correspond à l'examen qu'on a fait, qui nous permet de retenir le diagnostic. J'en profite juste pour sensibiliser par rapport à des tests qu'on peut trouver sur Internet, où on fait un dosage des IgG alimentaires. Donc ça rejoint ce que vous dit Mme Monnier. Donc ce n'est pas les IgE. Et les IgG alimentaires, en fait, c'est en fait le mode normal de notre corps de fabriquer des anticorps anti-IgG contre certains aliments. En fait, c'est un signe de tolérance. Et
il y a certaines pratiques, donc c'est un test qui n'est pas du tout remboursé, et ces fameux IgG alimentaires, il y a certaines personnes qui font des régimes complètement fous, qui évitent tous les aliments qui sont positifs sans aller mieux, souvent pour des symptômes de type digestif. Et donc il faut se méfier de ce genre de tests et ne pas se baser sur tous les tests qui coûtent cher en plus, qui sont excessivement chers, qui sont souvent faits dans des laboratoires en France. Alors peut-être encore 2 questions. On pourra passer ensuite. Monsieur ? Est-ce qu'on sait pourquoi les allergènes respiratoires, par exemple, répondent beaucoup mieux aux thérapies de type désensibilisation, alors que d'autres allergènes comme alimentaires, le gluten, le céleri, répondent beaucoup moins bien? On n'a pas de traitement de désensibilisation pour ces allergènes-là. Alors probablement que c'est le mode d'ingestion, hein. Le problème, c'est quand vous ingérez... Donc, on a maintenant, typiquement chez les enfants, pour la cacahuète, par exemple, on a des traitements où on essaye d'induire une tolérance. Pour les allergiques à l'arachide, on leur fait manger des toutes petites quantités de cacahuètes et on augmente très, très progressivement pour induire une tolérance. Le problème, c'est que le seuil est relativement bas. C'est qu'entre le moment où il y a une tolérance et le moment où on peut reprovoquer une réaction anaphylactique, c'est compliqué. Et ce seuil, on doit le trouver. Il y a des personnes qui font des réactions anaphylactiques beaucoup plus sévères que les allergies polliniques, qui peuvent, au passage, se compliquer de crises d'asthme sévérissimes. Hein, mais le problème, c'est l'ingestion de l'allergène. Donc ça passe par le système digestif, c'est absorbé, et ça fait des réactions allergiques potentiellement anaphylactiques. Donc ça peut aller jusqu'au choc, hein, la perte de connaissance, ce qui n'est pas le cas des pollens. Donc c'est vrai que des personnes qui ont fait des réactions allergiques aussi sévères, on réfléchit 2 fois avant de les exposer à l'allergène. Alors on le fait, et en fait ce que ça permet de plus en plus chez des patients très allergiques, c'est de libérer des traces. C'est-à-dire qu'on les met en contact de doses progressives de cacahuètes, ça se fait souvent en pédiatrie, et ces enfants ne sont pas guéris de leur allergie, mais vont chaque jour manger une pilule qui contient une faible quantité d'allergènes d'arachide, par exemple, et ces personnes-là vont pouvoir tolérer des traces accidentelles, par exemple à la cantine, ou des traces accidentelles dans un restaurant. Et ça, c'est toujours la problématique, c'est qu'il y a toujours des sources cachées d'allergènes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui améliore beaucoup la qualité de vie des enfants. Parce que quand on vit avec cette peur systématique de même pouvoir faire une réaction anaphylactique avec des traces cachées, c'est quelque chose de compliqué. Donc, ça marche moins bien, je pense, par l'ingestion et par la sévérité de l'allergie aussi. On le tente moins aussi pour cette raison-là, parce que c'est plus dangereux. Puis ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que le pollen, c'est une petite molécule qu'il est facile de recréer, tandis que la digestion, c'est tout un processus. Et puis au niveau in vitro, à quelle étape vous êtes allergique? Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'au niveau, au niveau technique, reproduire toute une digestion. Là, justement, vous dites que vous leur donnez de la cacahuète, donc l'enfant, il digère. Tandis que juste faire une désensibilisation, comme pour les pollens, il faudrait mettre toutes les étapes de la digestion dans la seringue. Et ça, c'est vraiment juste impossible. Puis, je rebondis par rapport à la question précédente, par rapport à l'usage des IgE spécifiques. Justement, on utilise ces fameux taux d'IgE spécifiques pour les recombinants, pour savoir quand c'est qu'on peut introduire la cacahuète chez ces enfants-là. Si les taux sont toujours en train de monter, on ne va pas essayer. Si on voit des taux qui progressivement sont à la baisse, on va tenter. Donc ça, c'est aussi une application très important des IgE spécifiques. Les prick tests ne nous permettent pas de faire cette distinction-là. Une dernière question? Moi, j'aurais justement une question parce que c'est mon cas. Je suis allergique à pas mal de fruits. Le céleri, il y a aussi les carottes et tout. Donc, quand vous me dites d'ingérer gentiment, moi, j'ai toute une panoplie de choses que je ne mange plus. Parce que ce qui m'arrive, c'est pas des allergies, c'est-à-dire que j'ai les glandes qui gonflent, je peux plus respirer. Et là, justement, ça m'est arrivé que je devais prendre ces pastilles de rhume des fois pour calmer. Il me faut 30 minutes parce qu'à 2 doigts, je partais à l'hôpital d'urgence parce que je pouvais plus respirer. Donc, comment faire si vous me dites qu'on doit ingérer par petites doses? Je précise bien, hein, pas vous. Donc, quand on induit une tolérance, c'est quelque chose qui se fait sous surveillance médicale à l'hôpital, hein, pour des enfants très allergiques. Donc ça, il faut vraiment le préciser. C'est quelque chose qui se fait pas à la maison. Mm-hmm. Donc l'allergène doit être excessivement dosé. Et donc c'est tous des protocoles qui se font absolument pas tout seul à la maison.
Donc le plus fréquent quand on est allergique au pollen, c'est qu'on a ces fameuses allergies croisées qui font que les aliments sont tolérés cuits. On les autorise cuits, mais pas crus. D'accord. Merci beaucoup. Alors, comme il n'y a plus de questions ou qu'on a dépassé un peu, mais c'est pas grave, avant d'applaudir les intervenants du soir, je vous précise que le RHNE a produit un podcast qui traite justement des allergies avec une patiente du Dr Bus qui témoigne de sa problématique avec un éclairage ensuite du Dr Bus. Donc, vous pouvez le trouver sur notre site internet ou sur Spotify. Et sinon, je vous demanderai d'applaudir les intervenants du soir et de passer à côté, s'il vous plaît.